Ok. Et l'annonce d'enregistrement a eu lieu. Donc, l'enregistrement est en cours. Oui, on voit. Parfait. Bonjour à toutes et tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce 5e séminaire de méthodologie de recherche avancée de l'IMSIC. Il est un petit peu particulier celui-ci puisqu'il a été fait dans le cadre d'Ouvre ta thèse. Donc merci aux doctorantes et doctorants d'Aix-Marseille Université et de Toulon pour leur invitation. On va aujourd'hui parler de méthodologie qualitative, hein, comme on l'avait déjà fait, sachant qu'on va, comme c'est indiqué sur la diapo que vous voyez, on va s'intéresser aux études de réception en temps réel. Alors, quelques éléments de présentation, hein, On voit pas ta je suis... diapo. Excuse-moi, Marie-Pierre, je te coupe, on voit pas ta diapo. Alors, comme ça, je vais partager l'écran. C'est parti. Donc, quelques éléments de présentation rapidement. Donc, je suis Marie-Pierre Fourquet-Courbet, professeure en sciences de l'information et de la communication à l'IMSIC et chercheure et enseignante à Aix-Marseille Université. Donc, on va continuer aujourd'hui de s'intéresser aux méthodologies qualitatives et aux normes à respecter hein, pour ces recherches qui visent à comprendre la signification de phénomènes humains sociaux. Si je fais un retour très rapide sur les séminaires précédents hein, qu'on a pu faire avec Didier Courbet, on est ici dans une vérité-correspondance et ici, notre objectif en tant que scientifique, c'est de construire des connaissances destinées à explorer, comprendre des phénomènes de réalité sensible en étant dans le paradigme compréhensif. C'est-à-dire qu'on est sur l'épistémologie de la signification. Il s'agit ici de comprendre le sens, la signification, la portée des actes et paroles des sujets sociaux et on appréhende les phénomènes en étudiant les acteurs de ces phénomènes, leurs discours, les significations qu'ils donnent des phénomènes en les interrogeant, en les observant, pourquoi pas. C'est l'approche herméneutique, si on appelle Dilthey. Donc, ces méthodes qu'on va voir permettent d'accéder au processus de construction de la réalité sociale par les êtres humains et elles doivent être précédées et sous-tendues par une des théories que le chercheur doit expliciter. Alors, il doit en être conscient, ça évidemment, mais il doit bien sûr également expliciter précisément ces méthodes. Et selon le statut épistémologique des entretiens, vraiment les modalités de mise en place doivent être précisées et ça fait partie des attendus hein, de thèses d'ailleurs, hein, au niveau des thèses, au niveau des publications scientifiques qui sont fondées sur des recherches qualitatives. Donc on va revenir aujourd'hui sur l'entretien semi-directif et sur deux méthodes qui viennent l'enrichir. Je les ai abordées rapidement lors du premier séminaire de méthodologie que j'avais fait, donc qui était le troisième hein, des séminaires méthodologie IMSIC. Et comme j'avais eu pas mal de questions sur ces méthodes et qu'on m'avait demandé de les préciser, de les développer, bah, je le fais aujourd'hui. Sur la base, vous le verrez, de publications scientifiques qu'on a pu faire dans l'équipe 3 et en particulier avec Didier Courbet. On a publié les résultats, des résultats fondés sur ces deux méthodes dans des revues nationales, mais aussi internationales qui les ont impliquées et qui nous ont permis de recueillir et d'analyser un matériel discursif intéressant. Donc, ces méthodes, hein, il s'agit vous l'aviez, on en avait parlé la dernière fois de la méthode SR et de la méthode des RRR, donc je vais y revenir. Mais ce qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que dans les études de réception, euh, euh, on est, et les théories de la communication médiatique l'expliquent, la signification sociale d'un message médiatique naît de l'interaction entre un texte, donc dans notre cas, c'est un dispositif médiatique numérique, et des sujets sociaux, des publics récepteurs, qui sont socialement contextualisés. Et il est important, et on l'avait vu dans les recherches qualitatives, que ces publics
soit considéré comme coproducteur de la signification. Et pour étudier la réception, on a des ressources qui sont issues de la sociologie, de l'ethnographie, qui proposent des approches macro et mésosociales et de fait ne théorisent qu'une partie du processus de réception. C'est-à-dire que souvent, on ne théorise qu'à partir du moment où les sujets sociaux s'éloignent du média, de l'écran, du dispositif numérique, et forment des discours ou engagent des conversations à propos de ce qu'ils ont vu. Et les processus qui opèrent en amont, au moment où les sujets sociaux sont en contact avec l'écran, le dispositif médiatique ou numérique, sont considérés comme des boîtes noires. C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qui s'y passe et on s'intéresse au sujet après. Et pour supprimer ce point aveugle, les sciences de l'information et de la communication peuvent s'appuyer sur la psychologie, psychologie sociale, psychologie socio-cognitive, qui permet de théoriser les processus intra- et interindividuels qui ont lieu chez les sujets, les processus socio-cognitifs, socio-affectifs mis en œuvre par les sujets sociaux au moment ou immédiatement après le contact avec les médias. Et c'est ça qu'on va essayer de faire avec ces deux méthodes qui permettent vraiment de combler une carence méthodologique qui explique que parfois ce pôle réception soit peut-être d'un point de vue micro moins développé que les autres dans notre discipline. Donc là, on a deux méthodes qui permettent de pister les processus de réception individuelle lors du contact avec les messages, les dispositifs médiatiques ou numériques. On va les voir successivement. Donc la méthode d'étude des cognitions en réception et la méthode des récits de réception rétrospectifs. Alors elles ne peuvent pas être utilisées de façon identique, hein. Elles sont chacune adaptées à des cas particuliers. Et je vais commencer par la méthode d'étude des cognitions en réception qui analyse les cognitions verbalisées concomitante à la réception d'un dispositif de communication médiatique. Alors au niveau des fondements théoriques, c'est une méthode, la méthode ESSER, qui a un double fondement théorique. On l'avait vu rapidement lors du lors du premier séminaire que j'avais fait. Elle s'appuie à la fois sur un modèle du sujet communicant et sur un modèle de réception qui explique l'interaction du sujet avec le dispositif médiatique et ce en situation de réception. Alors, théoriquement, on s'appuie ici sur les modèles à processus double. On verra qu'après, ils ont évolué, hein. Donc, les modèles à processus double, ce sont les premiers travaux de ce qu'on a appelé l'ère de la cognition sociale. Vous avez les auteurs, hein, que je vous ai souvent cités. Et là, on est sur une approche des publics dite complexe, c'est-à-dire que le récepteur est conçu comme un tacticien motivé, pour reprendre un terme quand même qui était attribué à Fisk et Taylor, c'est-à-dire que l'individu serait motivé selon des buts qu'il assigne à la communication, selon ses motivations, il dépenserait des ressources cognitives stratégiques plus ou moins importantes. Et il choisirait l'une ou l'autre des routes, des voies de la persuasion. Effectivement, selon ces modèles à processus double, il existe deux voies de la persuasion qui vont être suivies par le sujet en interaction avec le dispositif numérique médiatique, selon sa motivation, selon son implication, selon sa capacité à traiter le message. Donc, voyons déjà l'une et l'autre de ces voies. Si le récepteur est peu motivé et ou peu capable, on dit qu'il est faiblement impliqué, et dans ce cas-là, il suivrait la voie dite périphérique de la persuasion, qui est à droite. La voie périphérique, elle est constituée d'un traitement dit périphérique ou heuristique, hein, tout dépend des auteurs, mais en d'autres termes, son attitude serait formée ou changée sans examen des arguments ou sans forte élaboration
du contenu du message, il aurait un faible effort cognitif et il s'intéresserait davantage aux éléments dits périphériques du message qu'au contenu du message lui-même. C'est-à-dire qu'il s'intéresserait à la source, l'attractivité, la sympathie de celui ou de celle qui s'exprime, les éléments de décor, les éléments de contexte. Il s'intéresserait également à la mise en scène du discours, à des mots très évocateurs dans le discours, comme par exemple certains chiffres ou certains mots fortement chargés émotionnellement. Et il traiterait dans cette voie périphérique, il traiterait le dispositif, donc éléments de fond, éléments de forme, à l'aide de ce qu'on appelle des heuristiques, des règles de décision simples. Les heuristiques, ce sont des structures simples de connaissance du type les messages comportant de nombreux chiffres sont vrais. C'est une heuristique de décision, on n'a pas d'élément qui permet d'étayer ça. Ou alors, les personnes sympathiques disent la vérité. Non plus. Donc, malgré tout, ces heuristiques-là sont extrêmement importantes dans le traitement du message. Et sur cette route, cette voie périphérique, le récepteur aurait donc un traitement faiblement élaboré du contenu du message et traiterait d'ailleurs, là encore, de façon faiblement élaborée, les indices périphériques. Mais ce qui est mis en lumière dans ces modèles à processus double, c'est que souvent, dans ce type de traitement, le récepteur traite davantage, de façon faiblement élaborée, des indices dits périphériques. Deuxième type de traitement, qui sont plutôt élaborés, plutôt fortement élaborés dans ce cas-là, la voie centrale, où dans ce cas-là, le récepteur, si il est motivé, capable, impliqué, si c'est ce que disent les théories de Pétier-Cassioppo et Shaken et Egli, dans ce cas-là, il peut traiter de façon centrale ou systématique et donc le dispositif médiatique, et dans ce cas, il alloue beaucoup d'attention au message persuasif, il développe un important effort cognitif, il traite de façon détaillée le contenu du message et il est vraiment cognitivement actif. Il analyse le discours, il va se poser des questions, il va contre-argumenter, etc. Donc, vous voyez qu'il y a deux grandes voies de la persuasion, la voie périphérique, la voie centrale, et les traitements dont il est question, faiblement élaborés pour la voie périphérique, fortement élaborés pour la voie centrale, sont évalués selon ce que Pétier et Cassioppo ont appelé un continuum d'élaboration. C'est-à-dire, ce n'est pas on-off, c'est plus ou moins. C'est un continuum avec à une extrémité une très forte élaboration cognitive et à l'autre extrémité une très faible élaboration cognitive. Et l'élaboration, selon Pétier et Cassioppo, c'est l'importance avec laquelle une personne pense aux arguments d'un message. Alors, dernier point par rapport à ces approches théoriques, ces modèles à processus double sont plutôt utilisés dans un contexte théorique de communication persuasive, et lors de ces interactions avec le dispositif médiatique ou numérique, le récepteur peut avoir des traitements plus ou moins élaborés qui vont faire varier sa capacité à être influencé. Ça, les recherches se sont poursuivies dans ce sens-là. Et on a globalement trouvé que les attitudes changeaient suite à un traitement central ou systématique. Le nom, c'est simplement selon les auteurs. Mais ça revient à la même chose. Donc, les attitudes changées suite à un traitement central ou systématique seront plus persistantes dans le temps, plus prédictives du comportement, plus résistantes à une contre-persuasion que les attitudes issues d'un traitement périphérique heuristique. Alors, une petite précision sur laquelle on reviendra un petit peu plus tard. À partir des années 2000, les théories ont évolué et on a parlé de modèles à processus unique. Il y a eu
deux évolutions. Une remise en cause de l'association systématique qui était faite par les modèles à processus double entre la force du traitement et les indices traités. Vous l'avez vu, dans la voie centrale, la personne avait une forte élaboration du contenu du message, et dans la voie périphérique, la personne avait une faible élaboration, donc peu de pensée, une faible élaboration cognitive, des indices dits périphériques, sympathie de la source, le contexte. Donc il y avait une séparation. Ça a été remis en cause, et des recherches expérimentales, hein, j'y reviendrai, ont montré que le récepteur pouvait traiter de façon très élaborée des indices périphériques, pouvait passer beaucoup de temps à avoir une forte élaboration, justement en traitant la source, par exemple, et au contraire pouvait traiter de façon peu élaborée des éléments liés au contenu du message. Donc, il y a eu ce qui est apparu, c'est que le récepteur pouvait traiter de façon plus ou moins élaborée à la fois les indices centraux et périphériques du message. Et il y a un autre modèle qui a émergé, qui allait dans le même sens que ce que je viens de vous dire, qui a envisagé, donc l'unimodèle, qui a envisagé un processus unique de la persuasion qui ne différencie pas la force des traitements et le contenu traité, donc qui allait exactement dans le même sens que ce dont je venais de vous parler et qui était le résultat de nos recherches. Alors, est-ce que tout ça est clair pour tout le monde? Ouais, donc j'avance et on verra ensuite comment ça a pu être mis en place au niveau expérimental. Donc, vous l'aurez compris, on parle ici d'une probabilité d'élaboration. Alors, c'est une probabilité, il y a beaucoup de questions, et la principale, c'est comment évaluer l'importance avec laquelle une personne pense aux arguments d'un message, puisqu'il s'agit bien de cela dont il est question dans les modèles dont je viens de vous parler. C'est-à-dire sur quelle base définir le degré d'élaboration d'un traitement. Est-ce qu'on peut affirmer qu'une phrase courte est issue d'un traitement d'un effort cognitif faible? Est-ce que même après un important effort cognitif, travail cognitif, par exemple de comparaison, d'évaluation, on peut peut-être se contenter d'une phrase en quelques mots? Donc, qu'est-ce que cette force dans l'élaboration? Et ici, on se rend compte que le modèle de probabilité d'élaboration, dans sa conceptualisation, notamment de la route centrale, la voie centrale, est proche d'un modèle qui s'appelle le modèle de la réponse cognitive, qui a été proposé par Greenwald, dont certaines d'entre vous ont entendu parler. Et Greenwald qui suggérait, donc dans un cadre persuasif, hein, toujours, que c'était l'apprentissage du contenu de ces réponses cognitives par le récepteur qui est fondamental pour la persuasion, plus que l'apprentissage du contenu du message lui-même. Donc je répète, hein, selon Greenwald, c'est l'apprentissage du contenu de ces réponses cognitives par le récepteur qui est fondamental pour la persuasion, et plus fondamental en tout cas que l'apprentissage du contenu du message lui-même. Donc on se rend compte ici que la persuasion est fonction de la quantité et de l'aspect favorable de réponse cognitive à l'égard des éléments du message persuasif. En d'autres termes, face à un message persuasif, si le récepteur a essentiellement des pensées favorables au message, le message sera persuasif, versus défavorable, le message sera moins persuasif. Donc, ce sont les pensées, les cognitions générées par le récepteur pendant qu'il traite le message persuasif qui déterminerait non seulement la direction, mais également l'amplitude de son changement d'attitude, qui dépendrait de la quantité de réponses cognitives. Donc, Greenwald, pour opérationnaliser cette approche théorique, a conçu un outil méthodologique qui est la tâche de listage des pensées. C'est une méthode qui permet d'accéder aux réponses cognitives du récepteur et de les évaluer. Donc, plus précisément, qu'est-ce qu'a proposé Greenwald? Il expose les sujets à un message persuasif et immédiatement après, il leur demande de lister leurs pensées, sachant que
par rapport à cela, il y a aussi des mesures d'attitude sur lesquelles je ne m'attarde pas parce que ce sera encore un champ théorique à développer, mais effectivement, on mesure l'attitude avant-après également du message. Donc, on expose les sujets à un message persuasif, on leur demande de lister leurs pensées juste après l'exposition, et ces listes de pensées sont ensuite codées par des juges et classées dans différentes catégories, celles favorables à la position globale du message, celles défavorables à la position globale du message. Il y a eu une adaptation qui a été faite, puisqu'on leur demandait aussi de se rappeler des arguments du message, de les mémoriser et de les rappeler, et conformément aux premières hypothèses de Greenwald, ce que je vous disais tout à l'heure, l'accord avec le message n'était pas corrélé avec le rappel, avec la mémorisation, mais était fortement corrélé avec les pensées favorables à l'égard du message et corrélé négativement avec les pensées défavorables. Donc, ça, c'était la tâche de listage de pensée qui tentait d'opérationnaliser justement ce recueil de pensée, cette théorie de Greenwald et de Pétier et Cacioppo. Et on se rend rapidement compte des limites. Alors, elle est extrêmement intéressante, cette méthode, mais il faut être conscient de ses limites. La première, c'est que les pensées sont recueillies après l'exposition. C'est-à-dire que les sujets ont pu, d'une part, voir dans cette tâche de listage des pensées l'opportunité de justifier, voire d'expliquer leurs attitudes post-message. Et donc, leur réponse cognitive ne serait pas finalement le résultat d'un changement d'attitude, pourrait être plus le résultat d'un changement d'attitude que la cause. La deuxième réserve qu'on peut faire concerne la validité interne de la méthode. C'est vrai qu'on ne sait pas si les pensées listées par les sujets après l'exposition correspondent effectivement en quantité et en qualité aux pensées, aux réponses cognitives qu'ils ont eues pendant l'exposition au message qui, elles, sont non accessibles. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième limite, c'est que, et vous l'aurez compris dans les consignes, on s'intéresse aux pensées uniquement liées au message. C'est vrai que il y avait deux catégories de pensées, les pensées favorables versus défavorables au message, mais il n'y a pas eu ou peu eu d'études des pensées beaucoup plus globales, par exemple liées à un rejet immédiat du message ou des pensées portant sur d'autres éléments que le message lui-même et pourquoi pas sur des indices périphériques. Donc effectivement, c'est un une des limites de cette méthode, c'est-à-dire que on laisse de côté les pensées qui peuvent concerner la source, le sujet lui-même, son environnement, etc. Juste une petite précision, enfin, il faut juste que vous le sachiez, mais je ne m'étendrai pas là-dessus. Il y a, en plus du recueil verbal et direct des réponses cognitives, certains auteurs, et Cacioppo notamment, qui est un des auteurs sur les modèles à processus double, a proposé d'utiliser des réponses physiologiques des sujets en cherchant des corrélations entre les réponses cognitives et les réponses physiologiques, par exemple avec le rythme cardiaque, l'activité électromyographique, etc. Mais bon, je ne rentrerai pas dans le détail. Je pourrais vous donner des références si vous souhaitez, mais en tout cas, il y a eu des recherches dans ce sens. En tout cas, cette méthode de listage, cette tâche de listage des pensées est extrêmement intéressante. Elle a des limites et c'est vrai qu'on se rend compte qu'en contexte de communication médiatique, jusqu'à présent, les méthodes accédaient aux pensées a posteriori avec cette tâche de listage et tenter d'objectiver des phénomènes existants concomitants à la réception avec des indices physiologiques, je vous l'ai dit sans le développer, mais ce qui pose un problème d'interprétation. Maintenant, venons-en à la méthode ESSER qui va tenter de lever un certain nombre de limites. On a conçu cette méthode en combinant les protocoles verbaux concurrents qui sont utilisés en ergonomie cognitive et la tâche de listage des pensées qu'on vient de voir issue de la psychologie sociale
le principe de base est que les verbalisations produites pendant la réception sont des observables du fonctionnement cognitif et donc vont refléter les pensées, c'est-à-dire les traitements en mémoire de travail. Donc, on va s'intéresser ici à l'expression, à la verbalisation des pensées pendant la réception du message. Et donc, cette méthode, elle a vraiment un double fondement théorique, puisqu'elle s'appuie à la fois sur un modèle du sujet communicant et sur un modèle de réception expliquant l'interaction avec le dispositif médiatique en situation de réception. Ici, le récepteur est doté d'intentionnalité et il met en œuvre une activité psychologique consciente, plus ou moins élaborée, mais toujours d'une grande complexité, où il traite en parallèle et en interaction des informations de nature cognitive et affective. Et pour produire de la signification, il sélectionne des informations, infère des intentions, juge, réagit affectivement au contenu, etc. Et on essaye vraiment d'accéder à ces processus intra-individuels qui dépendent des caractéristiques individuelles, psychosociales, la motivation, l'implication, les attitudes existantes, les représentations, mais également du contexte qu'on a appelé socio-spatio-temporel de réception. On n'est pas dans la même configuration à 13 heures dans un bar bondé où on est sur son téléphone, on interagit avec un dispositif, que si on est seul, tranquillement, chez soi, etc. Donc tout cela va jouer sur les traitements. Donc ici, il s'agit d'un outil de pistage en temps réel des cognitions qui permet de recueillir des verbalisations concomitantes à la réception, c'est-à-dire pendant, d'évaluer la nature du traitement, c'est-à-dire de détecter les indices centraux et périphériques en tant que déclencheur de discours, de détecter les réponses cognitives favorables versus défavorables et d'identifier l'univers discursif du sujet, j'y reviendrai. Autre chose qui est importante, c'est qu'il s'agit d'évaluer la force du traitement, c'est-à-dire le nombre de pensées, puisque l'élaboration, c'est l'importance avec laquelle une personne pense au message, et donc on reste sur cette définition et en s'inspirant de la tâche de listage des pensées, on va compter le nombre de pensées. Donc, le caractère concomitant des verbalisations, je vous en avais déjà parlé la dernière fois, il offre à cette méthode plusieurs avantages. Les pensées verbalisées étant plus spontanées, la méthode SR limite les oublis qui sont causés par l'effacement en mémoire de travail. Elle limite également la rationalisation a posteriori, la centration artificielle des pensées sur le contenu argumentaire du message, comme on l'a vu, qui est souvent observé dans la tâche de listage des pensées. Cette méthode aussi, il est important de le souligner, n'empêche pas, voire même facilite le traitement cognitif du dispositif, car l'acte de penser dans sa tête et l'acte de penser à voix haute sont gérés par le même code verbal. L'idée simplement, c'est qu'il faut une phase rapide d'entraînement, c'est-à-dire que l'individu, après cette phase d'entraînement, ne passe plus par deux étapes, penser mentalement, puis exprimer à voix haute sa pensée, mais pense directement à voix haute. Alors cette phase d'entraînement, il faut y penser dans la conception du message pour que les premières pensées à voix haute ne soient pas extrêmement importantes pour les hypothèses menées, mais en tout cas, il faut un petit entraînement, mais qui est très très rapide, puisqu'après ça se fait automatiquement, puisque les deux tâches dépendent du même code verbal. Donc concernant la mise en place, je passe rapidement, puisqu'on en avait parlé la dernière fois, mais il est important pour celles et ceux qui n'étaient pas là de bien saisir ces éléments. Donc là, juste une précision, je vais vous donner l'exemple d'une recherche qu'on a mise en place. Alors, au niveau de la processus de passation et de recueil des données, on indique au sujet qu'il va avoir un message de communication persuasive, en l'occurrence c'est une communication politique, et on donne la consigne que je vous ai notée,
Nous souhaitons recueillir vos réactions, quelles qu'elles soient. C'est pour cela que je vous demande d'essayer de dire à voix haute ce que vous pensez, au moment où vous le pensez. Ne rajoutez pas, ne vous censurez pas, dites tout ce que vous pensez. Et on laisse le sujet seul dans la pièce en enregistrant à la fois ses verbalisations en direct, donc, et le son du message de manière à pouvoir mettre en lien les verbalisations à voix haute du sujet et les éléments du dispositif qui les ont déclenchés. Dans notre recherche, cette méthode ESSER a été intégrée à un plan expérimental, c'est-à-dire qu'on a, on a interrogé, enfin, on a fait passer 103 sujets qui étaient des étudiants de l'université de Nice Sophia Antipolis, qui ont été recrutés pour participer à l'expérience. Ils ont été aléatoirement répartis dans 2 groupes expérimentaux, 53 dans une condition qui est la condition forte implication et 50 dans la condition de faible implication. Et l'idée, vous l'aurez compris, c'est de comparer les traitements issus de ces 2 groupes de sujets qui ont des niveaux d'implication différents. Donc ici, on a une bonne validité interne parce que pour les tests statistiques, il faut, en l'occurrence, dans ce plan expérimental-là, 30 sujets minimum par groupe pour avoir des seuils de risque inférieurs à 5%. Et c'est ce qu'on a, hein, puisqu'on a plus de 50 dans chaque groupe. Et en plus, l'affectation aléatoire des sujets dans les 2 groupes expérimentaux donne une bonne validité interne. Donc, ici, on a une VI variable indépendante qui est la variable que nous manipulons, qui est forte, faible implication. Dans un plan expérimental, ce serait la cause. Ce serait la cause des effets que l'on va mesurer. Donc la cause, c'est la variable indépendante. Ici, elle a 2 modalités. Forte implication, faible implication. Je m'explique. Les sujets ont été exposés au même matériel, qui était une interview filmée d'un homme politique qui annonçait des mesures de restriction autour du campus des étudiants. C'est exactement le même matériel expérimental, si ce n'est qu'on a manipulé l'implication des groupes. À certains sujets, ceux qui étaient dans le groupe faiblement impliqués, on leur a dit que ces changements allaient avoir lieu 7 ans plus tard. Donc eux, c'était des étudiants qui étaient en licence ou master, donc il y avait peu de chances qu'ils soient concernés, donc ils étaient en faible implication. À l'autre groupe de sujets, on a dit que ces mesures de restriction qui étaient très strictes, absolument terribles pour eux, qu'ils viennent en vélo, à pied, en transport en commun ou en voiture, que ces mesures allaient être mises en place 3 mois plus tard. Et donc là, on avait une forte implication des sujets. Et donc, on avait répartition des sujets dans 2 groupes dont on allait comparer les réponses cognitives à voix haute. Alors, je vous donne quelques éléments, sachant qu'il y a un gros travail de codage en amont. Je vous l'avais déjà montré la dernière fois, mais peut-être pas aussi en détail. C'est-à-dire que tous les indices présents dans le message sont codés, qu'il s'agisse des éléments périphériques liés à la source, éléments du verbal de la source, éléments du paraverbal de la source, qu'il s'agisse des éléments liés au décor, à l'environnement, donc le public, des éléments de décor, etc. On avait rajouté des choses pour un peu provoquer des détournements d'attention des récepteurs dans les 2 groupes, hein, d'ailleurs, hein, c'était les mêmes éléments dans les 2 groupes. Les techniques de filmage avec de temps en temps des erreurs de cadrage, des problèmes de lumière, etc. Là encore, qui étaient des indices périphériques que nous avions volontairement ajoutés. Donc ça, c'est tous les indices périphériques ont été codés et les éléments du message ont également été codés avec vraiment des précisions. Alors bon, je vais peut-être le mettre un peu plus gras. Là, vous aviez le message que vous voyez là et chaque fois, il y avait le code, ce code-là, qui revenait pour qu'on sache de quoi il s'agit. Et
comme on enregistrait en même temps le message et les verbalisations de la personne, on savait exactement à quel moment ils commençaient leur verbalisation et ce à quoi il ou elle réagissait. Et donc là, vous voyez, ce que j'ai entouré en rouge, ce sont les verbalisations des sujets qui ont été retranscrites en parallèle des éléments du discours concernés. Donc, il y a un gros travail de codage en amont. Et voilà, vous avez une idée de ce à quoi ressemble, pour chacun des 103 sujets, il y avait ça, le discours qui était repris codé, avec les indices centraux et périphériques, et les cognitions, les réponses cognitives verbalisées parallèlement au discours. Et ensuite, évidemment, on avait un regroupement des verbalisations par sujet. Et là, vous voyez, pour le sujet, c'était le sujet 50, toutes les pensées qu'il a eues. Le 51 a eu, on le voit tout de suite visuellement, une élaboration plus importante, une élaboration cognitive plus importante, puisqu'il a eu plus de pensées. Voilà, on le faisait sujet par sujet pour ensuite regrouper les verbalisations des impliqués, les verbalisations des non impliqués, et pouvoir comparer nos deux groupes expérimentaux. Donc, on avait différentes variables dites dépendantes. La variable indépendante, c'est la cause. Les variables dépendantes dans le plan expérimental, ce sont les effets. Différentes variables, séries de variables dépendantes. La première série, c'était alors, je vous l'ai mis là. La première série, c'était le nombre de pensées, la force de l'élaboration. Donc là, on comptait le nombre de pensées. 10 pour le premier sujet, 12 pour le deuxième, par exemple. Première série de variables dépendantes, ça concernait les déclencheurs des discours, c'est-à-dire ce qui avait provoqué le discours des sujets. Donc, on y avait accès par rapport au déclenchement temporel, puisqu'on avait l'enregistrement du discours, mais également par rapport au contenu, on savait ce à quoi ça référait. Et donc, il y avait différents types de déclencheurs. Pour cette variable dépendante, vous avez des déclencheurs centraux et des déclencheurs périphériques. Centraux en lien avec le discours, périphériques en lien avec des éléments de source, de décor, etc. Une autre série de variables dépendantes concernait les interventions des sujets, c'est-à-dire qu'une fois qu'on s'était intéressé au déclencheur du discours, on s'intéressait au discours lui-même. La réponse cognitive était-elle favorable, défavorable? Ni l'un ni l'autre, elle pouvait être neutre, mais il y avait également ce qu'on avait appelé des réponses paraverbales, c'est-à-dire des réponses affectives comme des rires, des réponses, des marqueurs paraverbaux de désaccord du type sachant que ça s'est souvent associé à n'importe quoi derrière ou au contraire, ah ouais, bien. Il y avait à la fois de l'affectif et du cognitif souvent, des marqueurs paraverbaux neutres. L'idée, c'était ici de tenter de limiter cette absence de traitement d'éléments non cognitifs de la tâche de listage des pensées. Enfin, pour donner une bonne validité théorique à la tâche de listage, à cette méthode SR, lui donner une bonne validité théorique, et notamment pour faire le lien entre cognition et langage exprimé, on a analysé ces verbalisations concurrentes avec une analyse cognitivo-discursive. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais elle est en partie automatisée par le logiciel TROP, c'est-à-dire qu'on a cherché, on n'a pas fait une analyse thématique comme celle que j'ai pu vous présenter, on a procédé à un comptage relatif aux différentes catégories de mots prononcés par les sujets pour faire un diagnostic général du style du texte, mais aussi de sa mise en scène et plus précisément des stratégies ou programmes cognitivo-discursifs. En d'autres termes, là, on se fonde sur la pragmatique de la communication et notamment les travaux de Giglione et Trognon, qui disent que dans le cadre d'une interaction langagière dotée d'enjeux, l'individu disposerait de véritables programmes cognitivo-discursifs
qui, associés à des buts généraux que se donne le sujet, permettraient de connaître le rapport qu'il entretient avec le sujet dont il parle, avec le thème dont il est question. En d'autres termes, quand le sujet développe dans ses discours, a davantage de verbes statifs, factifs, utilise davantage le mode indicatif, des modalisations affirmatives intensives, c'est là, hein, des joncteurs d'addition, il aurait davantage un programme cognitivo-discursif de type 1, c'est-à-dire que il est dans une réalité à affirmer, il a une clôture immédiate du monde possible projetée sur le monde réel, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus affirmatif sur la réalité de ce à propos de quoi il s'exprime. Ça, c'est les programmes de type 1. Programme de type 2, il est moins certain. Vous avez d'autres marqueurs que vous voyez là, hein. C'est une réalité à construire. Et dans le programme de type 3, c'est plus un univers possible. La réalité est davantage à justifier. Elle n'est pas complètement euh, réelle dans l'esprit du sujet, et c'est l'ouverture d'un monde possible projeté sur d'autres mondes, et là il utilise davantage des marqueurs, des verbes déclaratifs, un mode conditionnel, c'est une supposition, c'est hypothétique, des modélisations de doute, etc. Donc je ne rentre pas davantage dans les détails, on pourra y revenir dans les questions, mais en tout cas, c'est un type de variable dépendante verbale très particulier qu'on a voulu recueillir. Maintenant, concernant, donc là, vous voyez, là, vous avez les différentes variables dépendantes recueillies. Bon, hein, c'est juste un tableau, il y avait plusieurs pages. Maintenant, concernant les résultats, alors je ne vais pas m'y arrêter davantage, mais il s'agit bien de résultats statistiques, hein, de cette méthode SR mise en place dans un plan expérimental. Donc, les résultats, c'est des résultats de tests de student, hein, au niveau des statistiques. Donc là, on a comparé les différences, on a comparé les variables dépendantes pour les groupes impliqués et non impliqués. Et le but étant de voir s'il y a une différence statistiquement significative entre les deux groupes. Donc, clairement, les résultats montrent que les sujets impliqués, et là vous avez une première série de résultats, ont eu, alors ils ont eu un traitement significativement plus élaboré du message, donc là ça va dans le sens des modèles existants, ils sont plus intervenus et ont exprimé plus de verbalisation concomitante, ils ont eu davantage de réponses cognitives. Un autre résultat, et vous l'avez sur c'est le deuxième résultat encadré, les sujets impliqués ont significativement plus développé des stratégies cognitivo-discursives exprimant un monde réel. Et ça, c'est le résultat de l'analyse des marqueurs discursifs dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et effectivement, c'était notre hypothèse, puisque les sujets impliqués, cette implication, on l'a créée en disant que les mesures de restriction très strictes qui étaient annoncées allaient être mises en place 3 mois plus tard. Donc pour eux, ils prenaient cette information de plein fouet, et pour eux, ils commençaient déjà à pas être contents, ou à se dire comment je vais faire, etc. Donc il y avait une réalité de ces mesures pour eux. Pour les autres, c'était beaucoup moins vrai. D'ailleurs, bon, les non-impliqués n'ont pas eu de traitement significativement plus élevé de l'un ou l'autre. En tout cas, un autre résultat intéressant, c'est que les sujets impliqués ont traité davantage d'indices de type périphérique, mais également de type central, c'est-à-dire que les déclencheurs de discours ont également été des indices périphériques ou des indices centraux. Et là, ça va à l'encontre des modèles qui dominaient à l'époque, puisqu'on a vu un traitement central plutôt du contenu du message, traitement périphérique plutôt d'indices périphériques. Et là, les sujets impliqués ont effectivement une plus forte élaboration cognitive, mais de tout type d'indices, périphériques ou centraux. Et donc, on a
on a pu, dans ce cas-là, contribuer à passer à l'unimodèle, à un modèle unique, c'est-à-dire on a validé cette remise en cause de l'association systématique entre force du traitement et indice traité, et ça aboutit 2 ans plus tard chez Schun, Spiegel et Kruglanski à l'unimodèle en 2002, où effectivement ces auteurs ont dit qu'il n'y avait une seule voie avec plus ou moins d'élaboration et différents types de messages traités. Alors, simplement pour terminer, sur les validités de cette méthode, quand elle est intégrée à un plan expérimental, c'est vrai que le comportement de l'intervieweur doit rester le plus standardisé possible. La seule différence entre groupes expérimentaux, elle est censée venir de la variable indépendante qui est manipulée. Et pour éviter les biais de valorisation sociale, toujours difficile à gérer. Il est préférable que le sujet soit seul lors de la réception du dispositif médiatique. Et donc, le matériel, lors de l'enregistrement de ces verbalisations, le matériel d'enregistrement devant être discret. Et il faut vraiment s'assurer, ça c'est fondamental, plan expérimental ou pas, que la consigne de penser à voix haute a bien été comprise. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que la personne comprenne bien ce que signifie cette demande de penser à voix haute. Et c'est pour ça que le début du message, alors je vais vous le montrer, je vous l'ai montré au départ. Là, le début du message, l'objectif, là, sur le premier paragraphe, c'était des choses pas très fondamentales pour que les personnes réagissent et s'entraînent. Ce n'était pas tellement ça qui nous intéressait. C'est très rapidement, après que l'intérêt des réponses cognitives était vraiment atteignait toute son importance. Voilà, j'en ai terminé avec la méthode SR. Je vais enchaîner avec la méthode des RRR et puis on se fera une phase de questions-réponses. L'idée étant de voir si vous pouvez justement utiliser l'une ou l'autre de ces méthodes dans vos travaux. Deuxième méthode, donc la méthode des récits de réception rétrospectifs. Alors, on n'est plus dans le cadre de la communication persuasive, on est ici avec une méthode qui permet de recueillir et d'analyser des récits de réception, d'un échantillon de personnes qui rapportent rétrospectivement leur vécu expérientiel, leurs réactions, leur représentation, leurs comportements individuels et sociaux. Et on a créé cette méthode pour étudier la réception des grands événements socio-médiatiques via les médias traditionnels, mais également numériques. Ces événements hors du commun sont très impliquants pour les publics, associés à de très fortes émotions. Ils surviennent généralement de façon imprévisible dans l'espace médiatique. Leurs images occupent fortement cet espace médiatique numérique, parfois au niveau mondial et longuement. On peut prendre l'exemple des attentats. Là, je vous parlais des attentats de New York en 2001, qui a été notre première recherche de toute cette série, mais on aurait pu parler des attentats de Paris en 2015 ou de Nice en 2016, et également du décès de célébrités médiatiques. Je vous avais parlé du décès de Michael Jackson pour ses fans. Donc là, je vais changer de recherche, mais en tout cas, l'idée, c'est que nous, on l'a utilisé dans le cadre de la réception de ces grands événements socio-médiatiques, mais c'est probablement adaptable à d'autres objets utilisables quand le chercheur s'intéresse à un vécu expérientiel. Alors, au niveau des fondements théoriques, c'est une méthode qui est doublement inspirée par la méthode anthropologique des récits de vie et par la méthode des protocoles verbaux rétrospectifs, là aussi utilisés en ergonomie cognitive. Et on a ajouté des éléments conceptuels issus des théories de la mémoire, des émotions et de l'interaction sociale. Alors, précisément, lors de la réception de ce type d'événements qui sont des grands événements socio-médiatiques qui sont imprévisibles, qui souvent créent des émotions extrêmement fortes, on met
mémorise ce type d'événement, mémoire autobiographique, et au niveau individuel, ces événements surprenants, fortement émotionnants, sont inscrits dans la mémoire épisodique des individus sous forme de souvenirs flash. Et c'est ce que White et Gaskell appellent la flashbulb memory. Je vous en avais parlé, hein, ce type de souvenir est très détaillé, très imagé. Il conserve les informations contextuelles, hein, de l'événement, presque comme la réalité elle-même. Et là, je cite les auteurs. C'est pour ça que chacun se souvient précisément, très distinctement de ce qu'il faisait quand il a appris ce type d'événement, par exemple les attentats de Nice, le décès de David Bowie pour ses fans, ou d'autres célébrités. Pour les célébrités, c'est souvent pour les fans. En tout cas, les discours auto-reportés montrent que c'est, les personnes rendent compte fidèlement de la manière dont l'événement s'est effectivement déroulé, et ce, même après un laps de temps élevé. On se souvient de l'événement, mais aussi de ce qu'on faisait, de là où on était, etc. Et il y a une bonne fiabilité de la mémoire flash, hein, qui permet d'accorder une validité théorique solide, hein, au récit de réception rétrospectif. Et ici, en fait, au départ, cette méthode, on l'a créée, et je vais vous parler de la recherche initiale, hein, pour accéder à la mémoire flash dans le cadre d'une recherche sur la réception des attentats du 11 septembre 2001 à New York. Et ici, selon une perspective d'épistémologie herméneutique, toujours, le chercheur essaye par un principe d'empathie de comprendre la complexité du phénomène de réception via ces récits de réception rétrospectifs. Et il essaye de comprendre comment, par quel processus socio-cognitif, socio-émotionnel, individuels et sociaux, les sujets sociaux ont construit la signification de l'événement médiatique, comment ils ont réagi, comment ils ont vécu la réception en direct au sein de leur contexte de vie particulier, en fonction de leur personnalité, de leur histoire personnelle et des interactions qu'ils ont eues avec leur entourage. Donc, concernant la mise en place de cette méthode, et en particulier la procédure de passation et de recueil des données, déjà, évidemment, elle a lieu après l'événement, hein, dont on veut étudier la réception, notamment via les médias. Alors, on ne dispose pas de suffisamment de recherche pour connaître le délai maximal convenable entre l'événement médiatique et l'enregistrement de ces récits de réception rétrospectifs. Si le délai est trop court, on fait courir le risque d'avoir des récits trop chauds et puis trop émotionnels d'un point de vue éthique. Il faut quand même faire attention, c'est-à-dire sans prise de recul, sans mise à distance raisonnée, hein. Si le délai est trop long, il y a peut-être un risque de biais au niveau des souvenirs. Donc là, a priori, dans la littérature, on est à 2 mois à peu près pour un délai optimal convenable, mais c'est tout à fait discutable, hein. Les recherches continuent. Il y a vraiment une mise en garde que je tiens à vous faire par rapport à cette méthode, c'est l'aspect éthique, notamment si on s'intéresse aux fans. Le sujet revit ses émotions comme au premier jour, et certains fans qui ont une me-identity qui sont vraiment construits par rapport à la célébrité médiatique peuvent vraiment ressentir fortement leurs émotions. Donc, il faut faire attention avec cette méthode-là. Et même pour d'autres événements, si on utilise des extraits trop vivides qui montrent des choses trop dures d'un point de vue éthique, c'est pas acceptable. Et par exemple, simplement au niveau des attentats de New York, c'est vrai qu'il y a eu des images qui ont été montrées en direct qui étaient terribles. Immédiatement après, les images qu'on a montrées qui étaient celles du deuxième avion qui percutait la deuxième tour, donc quelques minutes après. Et c'est vrai qu'on n'a pas montré ces images-là parce qu'elles étaient trop impliquantes, et d'ailleurs elles ont été coupées après. On les a plus montrées, hein, dans les médias classiques parce que c'était trop insupportable d'un point de vue humain de voir des gens qui agitaient qui agitaient des mouchoirs pour montrer qu'ils étaient là, ou qui sautaient, hein. C'était tragique. Donc ça, c'est pas des choses
qu'il faut montrer et d'un point de vue éthique, il faut vraiment faire attention à cette méthode. Donc, afin de favoriser le rappel des souvenirs, il est bien que l'enquête ait lieu dans le même contexte socio-physique que la réception initiale. Pour les attentats de New York, il n'y avait pas les réseaux sociaux encore en 2001, donc les gens étaient souvent chez eux. On les rencontrait dans le même contexte de réception. Donc, ils étaient chez eux devant leur télévision. C'était plus ouvert pour les fans de Michael Jackson, parce que souvent, ils l'avaient appris via leur portable. C'est vrai que la méthode des récits de réception rétrospectifs, elle est plus coûteuse matériellement et en temps, parce que les entretiens doivent avoir lieu sur le lieu de la réception initiale. Voilà. Donc, je vais me concentrer sur les attentats de New York parce qu'on avait déjà parlé de la mort de Michael Jackson précédemment, où on avait aussi utilisé cette méthode-là. Donc, dans le cas d'un entretien semi-directif, cette méthode est mise en place. Le rôle de l'enquêteur, c'est d'aider le répondant à approfondir, à développer ses propres idées, de l'aider à accéder à sa mémoire flash. Il doit créer un climat de confiance, lui demander de parler librement, sans se censurer, en essayant de se rappeler le plus fidèlement possible ses souvenirs de l'événement. Pour faciliter la récupération en mémoire autobiographique, on demande à la personne de parler de ce qu'elle faisait avant de voir les images pour la première fois, et ensuite on la réexpose au contenu médiatique afin de faciliter le rappel de leurs souvenirs. Et là, c'est à l'intervieweur d'amener un enregistrement court des images de l'événement telles qu'elles sont passées en direct dans les médias, avec les limites et restrictions que je vous ai énoncées tout à l'heure. Le but, c'est que ça corresponde à ce qui a été vu lors de la réception initiale. Et puis ensuite, à l'aide d'une procédure très peu dirigée, l'intervieweur demande à la personne de narrer ses réactions, ses comportements au moment et après l'interaction avec les images médiatiques. Et là, le rôle de l'intervieweur est simplement d'aider la personne à expliciter, à reformuler, à faciliter la production du discours. Il fait de l'écoute active, de la reformulation et des relances. Et vraiment, c'est une procédure très peu dirigée. Au niveau du choix des sujets, là, on a eu un échantillon diversifié mais non représentatif. On est là non plus sur une méthode intégrée un plan expérimental. Donc là, on a eu 56 sujets, ce qui était déjà beaucoup, puisqu'on a eu la saturation au 30e entretien, au 30e récit de réception rétrospectif, mais bon, on les avait tous menés, donc c'est là qu'on s'est rendu compte qu'au-delà de 30 sujets, les récits supplémentaires n'ont pas occasionné une meilleure compréhension du phénomène, mais on a un échantillon diversifié. De façon générale, ce qui se dit au niveau des auteurs, c'est que 20 à 30 personnes interrogées donnent 90% des informations si l'échantillon est correctement diversifié. Mais là, il y a des discussions. On en a déjà parlé de la saturation théorique. Du point de saturation, il y a des discussions là-dessus. Il ne faut pas hésiter à en faire plus et à constater par soi-même qu'on a atteint la saturation. C'est-à-dire qu'un entretien ou un récit de plus n'apporte pas d'éléments supplémentaires. Alors, au niveau de l'analyse des verbalisations, dans tous les cas, il y a des retranscriptions totales. Et après retranscription, le chercheur étudie d'abord chaque discours dans sa singularité. Là, on fait une analyse verticale, c'est-à-dire que pour chaque sujet, on va voir comment il a vécu les choses, quels sont ses récits. Ça, c'est en préalable. C'est un choix qu'on a fait pour mieux comprendre les sujets, mais notre analyse à nous, c'était une analyse horizontale, c'est-à-dire ce qui nous a intéressé, c'est la transversalité des discours, c'est-à-dire qu'on a mis les discours ensemble, on a fait des analyses transversales pour rechercher une macrostructure invariante sous-jacente à l'ensemble des données linguistiques dont on disposait. Et dans cette macrostructure, on voulait repérer les différents processus de réception. Un processus étant constitué de différentes phases qui se suivent chronologiquement et qui ont une continuité logique homogène. C'est-à-dire qu'ici, il y avait quand même une notion de chronologie
dans la réception qu'on cherchait, et on voulait procéder à une analyse interprocessuelle qui portait sur l'articulation des différents processus entre eux et la logique d'articulation. C'est-à-dire que là, vraiment, on maintient une analyse sans délinéarisation, hein, en maintenant la chronologie. Et chaque processus qui est un processus temporel identifié, en fait, parce que la littérature nous laissait à penser qu'il y avait des processus dans la réception. Et effectivement, dans chaque processus temporel identifié, on identifiait des phases, on identifiait des noyaux de réaction. Un noyau de réaction étant un ensemble de réactions psychologiques qu'un individu ressent dans un phénomène de réception. Et ça, je fais une petite parenthèse, cette notion de linéarité, de chronologie, elle ne nous est pas venue comme ça, hein, elle est venue de l'état de l'art, de l'analyse de la littérature, d'éléments théoriques. On la retrouve dans l'étude longitudinale qu'on a menée dans le cadre des stratégies de copying médiatique mises en place par les sujets lors des confinements, de l'épidémie de Covid et des confinements. C'est la recherche qu'on a publiée dans Media Psychology qui justement a permis, parce qu'elle a été longitudinale et qu'elle a duré 38 semaines, je crois, donc de mars à décembre 2020, où chaque fois, en 7 vagues, on a interrogé les mêmes sujets. Donc, il y avait différents traitements par phase, par sujet, mais il y a eu aussi toute cette analyse longitudinale qui a permis de faire ressortir une temporalité dans la mise en place par les personnes confinées de leur copying médiatique, c'est-à-dire de stratégie d'adaptation à la situation anxiogène avec les médias et pour gérer les émotions négatives liées à l'épidémie, à la crise Covid. Donc, je referme la parenthèse, mais tout ça pour vous dire que c'est bien la littérature, l'analyse de la littérature et ce qui sous-tend ces méthodes qui va permettre de dire, bah là, il faut faire attention à la chronologie, à la linéarité des réactions. Donc, donc là, de la même façon, les sujets étaient tous réexposés aux mêmes images, donc qui montraient qui ont été des images vues en direct terribles, hein, vues en direct par des millions de personnes, du deuxième avion percutant la deuxième tour au World Trade Center. Et l'idée, c'est vraiment que les personnes rendent compte de ce qu'elles ont pu ressentir en réception. Et il y a eu 3 principaux processus qui ont été identifiés. Le premier processus, il s'est mis en place, alors sachant que, avant d'ailleurs d'aller sur le premier processus, ces 3 processus montrent que, en fait, sont identifiés parce que les personnes interrogées ont vécu avec une chronologie identique ces mêmes processus. C'est-à-dire que vraiment, l'idée, c'est de voir qu'on l'a trouvé chez tous les sujets. Et on avait fait d'ailleurs, pour réduire une trop grande subjectivité dans les analyses de contenu, on avait fait un double codage, hein. Il y avait 2 codeurs et il y a eu un coefficient de fidélité intercodeur qui était de 0,91, c'est-à-dire le nombre d'accords de classification entre les 2 codeurs sur l'ensemble des classifications codées. Donc, c'est un seuil d'acceptabilité qui est un seuil tout à fait acceptable, hein, à 0,91. Donc, on a vraiment observé ça chez tous les sujets. Alors, de façon transversale, hein. Donc, dans un premier processus qui a lieu lors de la première minute, la personne est soudainement mise dans un état de fort éveil, de profonde stupéfaction. Il y a une valence affective fortement négative, hein, mais qui n'est pas de la peur. Les personnes trouvent l'événement complètement irréel. Beaucoup utilisent la métaphore du cinéma pour exprimer cette irréalité. Ils ont tenté également, avec des questions peu élaborées, d'avoir une première interprétation de l'événement, donc immédiatement après avoir vu les images. Et il y a eu
la question, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce un accident? Est-ce un attentat? Etc. Et il y a eu un phénomène d'empathie forte vis-à-vis des personnes prisonnières des tours, hein, qui a débuté à ce moment-là, qui étaient des sensations plutôt douloureuses, qui naissaient de sentiments d'impuissance, de résignation face à l'événement. Et lors du deuxième processus, on a donc 2 à 3 minutes après le choc, les personnes, les téléspectateurs ont commencé à développer les premières véritables réflexions cognitives élaborées dans mais leur construction individuelle de la signification est insatisfaisante. Elles ont ressenti un vif besoin de parler avec d'autres, d'appeler, de téléphoner, etc. Certains sont descendus dans la rue pour aller voir dans un bar, pour aller en parler à des gens, soit aller chez leurs voisins ou appeler leurs proches. Et c'est vrai que certains ont aussi appelé leurs proches pour leur annoncer, c'est-à-dire que ils ressentaient, des émotions en annonçant, en étant celle ou celui qui avait annoncé, qui avait appris l'événement aux autres. Et il y avait un effet de référence à soi, hein, dans un élan auto-centré, finalement d'avoir un rôle dans ce processus lié à ce phénomène planétaire, hein, qui évidemment est bien au-delà de la personne. Et il y avait aussi un effet de partage social qui crée une mémoire partagée, un phénomène de partage qui renforce la microculture commune et la cohésion entre ces deux personnes. Et ces deux premiers processus, hein, dont on vient de parler sont marqués par l'émotion, par le partage et la construction d'un récit dans l'interaction sociale. Alors, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais on s'en est rendu compte quand on a mis en place cette méthode avec les fans de Michael Jackson, c'est-à-dire que la communication interpersonnelle a eu un rôle particulier, c'est-à-dire qu'il y a une construction du récit dans l'interaction sociale et sur le plan individuel, la verbalisation, l'extériorisation, le partage social des émotions négatives permettent d'en réduire l'intensité. Et la communication interpersonnelle au cours de la réception a une fonction identitaire qui lie les expressions sociales des émotions et le concept de soi, et voire même une triple fonction identitaire. C'est-à-dire que les personnes via les échanges sociaux qu'elles ont eus, ont pu se situer, en tout cas situer leur propre réaction par rapport à celle des autres. Est-ce que ce que je ressens, c'est normal, entre guillemets. Il y a, deuxièmement, il y a une recherche de légitimation sociale des émotions ressenties. Est-ce que finalement, j'ai raison ou tort de ressentir ça pour quelque chose qui se passe loin, etc. Troisièmement, certaines personnes ont exprimé leur réaction en fonction de stratégies auto-représentationnelles. Par exemple, certaines personnes ont dit bah, j'étais avec ma fille et je voulais rester rassurant. Je ne voulais pas lui montrer que ça me faisait, que ça me touchait. Je voulais la rassurer parce qu'elle-même était touchée. Et en fait, dès les premières minutes, on se rend compte que les personnes ont cherché à donner euh, à la situation de réception de l'événement une bonne forme, facilement mémorisable, pour pouvoir, à court, moyen, long terme, le récupérer facilement en mémoire et le narrer. C'est-à-dire que préparer cette narration de façon très rapide, hein, sans forcément y réfléchir. C'est une façon de parler de soi aux autres, hein, puisqu'on se mettra en scène quand on racontera à l'autre, mais ça montre aussi que cette recherche d'interaction sociale, elle est très très rapide. Elle est extrêmement rapide et les individus cherchent également activement à co-construire des représentations cognitives, hein, via cette interaction sociale. Il y a un troisième processus qui intervient un petit peu plus tard, 7 à 8 minutes après la première vision des images. C'est un fort sentiment de tristesse, puis chez certains de la peur, lorsque certains entendent les journalistes poser la question d'une éventuelle riposte américaine. Donc ça s'est fait évidemment après les images qu'on a vues. Et
on a retrouvé ces mêmes processus dans l'étude de la réception de l'annonce de la mort d'une célébrité médiatique chez ses fans, en l'occurrence chez Michael Jackson, et plus largement dans la réception des grands événements sociomédiatiques, c'est-à-dire ces trois processus, c'est-à-dire le choc, le premier processus, le choc, l'incompréhension, l'incapacité à accepter ce qu'on voit. Deuxième étape, après le choc, la volonté de donner du sens à l'événement, qu'est-ce qui s'est passé, de le comprendre, de cognitivement le comprendre. Donc, il y a une activité cognitive qui se met en place en parallèle de tous les affects ressentis. Et troisièmement, un impérieux besoin de communiquer, d'interagir socialement avec les autres, tant pour être celui ou celle qui donnera l'info que, et ça, je ne m'arrête pas davantage là-dessus, on pourra en parler, mais que pour ne pas rester seul face à l'événement. Et on a fait des travaux dans ce sens, alors je vous en ai pas beaucoup mis en référence, on pourra en reparler, mais sur la conscience collective numérique, euh, euh, notamment avec Michael Jackson, puisque pour New York, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il apparaît que les réseaux sociaux ont pu faire office de conscience collective numérique, c'est-à-dire ont pu permettre à l'individu qui est incapable de vivre seul ces émotions négatives qu'il ressent face à ce type d'événement, cet individu peut aller trouver sur les réseaux sociaux ou avec les réseaux sociaux cette conscience collective, ce grand tout, ce socle de l'humanité, hein, si on se réfère à Durkheim, qui lui permet, sur lequel il peut s'appuyer, qui serait de l'ordre d'un sacré sécularisé, sur lequel il peut s'appuyer face à son incapacité à vivre ces événements qui créent de fortes émotions seul. Donc, je referme la parenthèse théorique là. Ça a été une première recherche, celle qui a été publiée, donc on a dû la publier en 2003, qui a ensuite donné tout un tas de publications sur la conscience collective numérique, notamment lors de ces grands événements socio-médiatiques. Voilà, donc là, on a fait une analyse du discours dans les verbalisations recueillies chez les sujets en fonction de ces présupposés liés justement au processus, au noyau de réaction, etc. Et concernant la validité de cette méthode, comment s'assurer d'une recherche valide, d'une bonne recherche pendant le recueil des données, je pose la question de la validité, des validités, lors des récits de réception rétrospectifs, au cours de l'interaction avec le récepteur. Le savoir-faire de l'enquêteur est évidemment primordial pour saisir vraiment en compréhension la psychologie de l'interviewé et le contexte de l'entretien lui-même. Et c'est ça qui permet de maximiser ce qu'on appelle la validité de portrait, je vous en avais déjà parlé. L'objectif est de maximiser également la validité d'histoire, ce qui permet d'affirmer que le récit fait par le répondant est complet, vrai, authentique par rapport à ce qu'il a pu vivre. Et c'est par la qualité de la relation que l'intervieweur établit avec l'interviewé un climat de confiance, une bonne gestion des interactions, une qualité d'écoute, une capacité aussi à adapter le guide d'entretien. On ne reste pas figé sur le guide, évidemment, on le fait évoluer. Et on va chercher à accroître ça pour justement accéder à une certaine validité expérientielle, c'est-à-dire qu'il s'agit d'obtenir des données très riches afin d'arriver à la complétude, c'est-à-dire de vraiment enregistrer l'expérience émotionnelle et le vécu des individus dans toutes leurs dimensions pendant la réception, mais également après l'événement, de manière à évaluer de manière valide, sans le sur- ou le sous-estimer, l'importance de l'événement plus tard dans la vie de la personne. Et pour accroître cette validité des récits de réception rétrospectifs, il y a plusieurs techniques qui peuvent être associées. Le recoupement avec des sources télévisuelles, est-ce que c'est bien cette image
qui a été montré au moment où l'interviewé nous parle. Il y a la technique de la confirmation externe aussi. On peut demander à d'autres personnes impliquées dans le récit du premier individu leur version de la situation. On a aussi la preuve par la triangulation des sources. Mais on est dans du qualitatif et en l'absence de concordance, c'est vrai que la souplesse de la méthode permet de faire appel a posteriori et de manière ad hoc à ce qu'on appelle le principe de cristallisation par lequel on accepte qu'un même phénomène puisse être expliqué différemment par différentes personnes. C'est-à-dire même s'il n'y a pas de concordance entre les sujets, ou en tout cas, il peut y avoir des transversalités, mais évidemment, il peut y avoir aussi des choses différentes. On l'accepte parce que on accepte par cristallisation l'idée qu'un même phénomène puisse être expliqué, interprété différemment par des personnes différentes. Et quelques éléments de conclusion concernant ces deux méthodes. Concernant leur champ d'application, peut-être, si le champ d'application de la méthode RRR est réduit aux événements sociaux-médiatiques qui sont historiquement uniques, saillants, impliquants pour les individus, qui suscitent de fortes émotions, le champ d'application de la méthode SR est plus large. Et celle-ci permet l'étude de la réception de divers types de dispositifs médiatiques, sachant que ces dispositifs peuvent être réels, c'est-à-dire extraits de contenus médiatiques existants ou construits pour les besoins d'une recherche, comme nous on l'a fait. C'était un dispositif construit de toutes pièces. Dans tous les cas, elles enrichissent l'arsenal méthodologique des sciences de l'information et de la communication, mais il faut effectivement qu'elles puissent être appliquées pour étudier des processus de réception lors du contact avec une large variété de dispositifs et de messages médiatiques ou numériques. C'est vrai que j'insiste, comme je l'ai souvent fait, la méthodologie est extrêmement importante et d'une importance épistémologique cruciale pour les sciences de la communication, dans la mesure où elle assure à la fois la double transition du terrain aux théories et à la validité des connaissances construites. Et dans le cadre de ces travaux, vous voyez que du début à la fin, on tire le fil de modèles théoriques qu'on va ensuite interroger dans l'interprétation des résultats. Voilà, je m'arrête là pour la présentation. Ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là l'enregistrement en vous remerciant de votre attention.